Alors Isabelle, à l'heure de la parité, est-on vraiment si égaux en termes de symptômes et de troubles de la continence notamment? Alors, entre hommes et femmes, il y a une égalité, mais pas tout à fait. Effectivement, les femmes, du fait des grossesses et des accouchements, sont exposées plus précocement dans la vie à un risque d'incontinence. Mais quand finalement on fait des études sur les patients qui sont plus âgés et en institution, le taux d'incontinence est à peu près similaire chez les hommes et les femmes. C'est beaucoup? C'est pas beaucoup, par exemple, chez les gens en institution? En institution, après l'âge de 80 à 85 ans, le taux d'incontinence fécale peut monter jusqu'à 30 à 40% à un âge au-delà de 90 ans. Une personne sur trois? Oui, c'est énorme en institution et ça peut être lié à des causes multiples, neurologiques en particulier. Voilà. C'est-à-dire que finalement, aux différents âges de la vie, on n'a pas nécessairement le même poids lié aux causes. Chez les femmes jeunes, la part des accouchements est probablement importante. Et chez les personnes âgées, les maladies neurologiques, la locomotion pourrait finalement impacter les troubles de la continence. D'accord. Alors, ça veut dire que ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que quand on voit les gens à la consultation, dans votre consultation ou dans la mienne, on a majoritairement des femmes à la consultation. Est-ce que les hommes consultent moins ? Oui, je pense que les hommes consultent moins, d'une part parce qu'ils sont plus âgés quand les troubles arrivent, il y a aussi d'autres problèmes de santé et l'incontinence n'est plus au premier plan, mais les femmes se sentent beaucoup plus concernées, elles sont touchées beaucoup plus tôt dans leur vie, elles ont l'habitude de parler d'incontinence urinaire, le gynécologue peut poser la question et parler d'incontinence anale devient plus facile et plus naturel et je pense qu'elles consultent effectivement beaucoup plus, c'est notre expérience à tous quand on s'intéresse à cette population. On a beaucoup de femmes qui viennent consulter en proctologie. C'est ça, elles consulteraient beaucoup plus alors que les hommes ont un frein à l'évoquer. Et ce frein, on peut peut-être en parler ensemble, c'est quelque chose qui semble très important parce que les gens mettent souvent du temps à consulter. Tout à fait. Alors il y a probablement un tabou, on ose peu en parler. Peut-être qu'entre femmes, on en parle un petit peu. Je pense qu'entre hommes, le sujet est beaucoup moins évoqué. Peut-être que les hommes sont moins gênés dans leur intimité que les femmes. Il y a probablement beaucoup de causes qui font que les patients hommes consultent peu. Et quel va être le déclic? Qu'est-ce qui fait que après 3 ans, 4 ans, 5 ans de troubles de la continence, les gens viennent consulter? Eh bien, j'ai rencontré peu de temps en consultation une femme qui me disait être en fait pas gênée, mais que le problème existait depuis 4-5 ans. Et elle s'est trouvée récemment devant les toilettes avec des amis en disant « Non, 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 c'est moi qui passe la première, ce peut pas, c'est pas possible. » Et à ce moment-là, ses amis lui ont dit « Mais écoute, il y a un problème, tu devrais consulter. C'est pas normal que tu ne puisses pas attendre toi aussi. » Et c'est cet petit événement qui a été le déclic pour la consultation. Sont souvent les événements de la vie sociale. Exactement. Parce que ces troubles de la continence vont retentir sur la qualité de vie, terme un peu générique, mais ça se traduit par quoi en pratique quand on est une femme et qu'on a des troubles de la continence? Alors, ça se traduit par beaucoup de choses. Les patients évitent de manger pour ne pas avoir de sel à un moment inopportun. Ils réduisent leurs sorties. Beaucoup de patients me disent « Je ne vais que dans tel magasin ou tel autre parce que j'ai repéré que là, les toilettes sont un accès libre et gratuit. Ce magasin, j'y vide. Ce cinéma, je n'y vais plus parce qu'il n'y a pas de toilettes. » Et puis, certaines femmes évitent aussi les relations sexuelles quand l'incontinence est importante et que cela pose des problèmes au sein du couple. Donc ça, c'est une vraie préoccupation, c'est une restriction assez progressive des différents champs de la qualité de vie et qui évolue de façon assez insidieuse, jusqu'au moment où les gens ne sortent plus de chez eux. Exactement. Alors, grande inégalité à exprimer les choses, inégalité à consulter, puisque certains consultent ou d'autres non. Comment peut-on faire, à votre sens, Isabelle Etienne, pour amplifier finalement l'accès à la consultation et évoquer plus facilement le symptôme? Comment lutter un peu contre le tabou? Je pense qu'il faut informer les patients, leur dire d'une part qu'on a beaucoup de solutions à proposer, que ça n'arrive pas qu'aux autres, beaucoup sont concernés, qu'il y a des petites choses qu'on peut faire dans la vie quotidienne et qui peuvent
considérablement améliorer la vie des patients, et que certains patients qui ont des troubles graves de la continence, qui ont résisté à plusieurs traitements à la rééducation, on peut leur proposer des traitements plus importants qui vont les améliorer. Moi, je leur dis toujours, j'ai plus d'une corde à mon arc, on commence progressivement, et pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est améliorer le symptôme, et il ne faut pas que le traitement soit plus embêtant que la maladie, et vraiment adapter le traitement aux symptômes et au retentissement sur la vie des patients. Vraiment en leur disant qu'il faut progressivement les autoriser à reprendre une vie le plus normale possible. Eh bien, très bien, ce sera peut-être notre mot de la conclusion. Eh bien, merci beaucoup.